À toi, Franck. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc, comme cela vient de vous être dit, nous allons vous parler de la police prédictive et de la justice prédictive. Alors, évidemment, nous avons choisi dans l'ordre de parler d'abord de la police, puisque chronologiquement, ça semblait s'imposer, et en particulier donc, de l'application de l'intelligence artificielle dans ces deux domaines. Donc, ça soulève évidemment de très nombreuses questions. On va essayer de les aborder. D'ailleurs, ce n'est pas le moindre des défis de l'intelligence artificielle que de devoir en parler en 10 minutes. Ça fait partie des challenges que l'on nous a soumis aujourd'hui et sur lesquels tout le monde est arrivé à respecter le délai imparti. L'intelligence artificielle, ça a été dit à de nombreuses reprises depuis ce matin, s'est échappée des domaines mathématiques et informatiques pour intervenir dans de nombreux nouveaux secteurs, là où on les attendait peut-être un petit peu moins. On a vu bien évidemment les ressources humaines, on a vu bien évidemment les véhicules, etc. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'aborder les comportements sociaux les plus complexes afin d'essayer de les rendre prévisibles. Donc c'est une des questions qui se posent avec l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de prédire le futur, de prédire de futurs comportements. Et il est pour le moins étonnant de le retrouver dans le domaine de la police et de la justice, en l'occurrence de la police, puisqu'on va essayer d'appliquer des règles à des personnes qui cherchent à échapper justement aux règles, à des personnes qui vont chercher à éviter le système, et tout le système va être d'essayer de localiser ces comportements pour mieux les appréhender et au passage appréhender les personnes qui sont concernées. Alors, la justice prédictive et la police prédictive, comme tout algorithme, fonctionnent sur un séquencement d'opérations, d'instructions, à partir de données brutes qui sont rentrées et qui sont fournies par les opérateurs en vue d'obtenir une finalité, en l'occurrence une finalité de sécurité. Et plus particulièrement dans le domaine de la police prédictive, vous avez deux finalités qui sont assignées à ces logiciels. Une finalité de recherche de coupables une fois que l'infraction a déjà été commise, mais on n'a pas encore les éléments qui permettent d'identifier l'auteur. Donc on va essayer de déterminer l'auteur sur la base des données entrées. Et la deuxième chose, deuxième finalité, c'est bien évidemment d'essayer de prédire. Alors là, le terme prévenir prend un autre sens, c'est de prédire quelles vont être les infractions qui vont être commises. Donc c'est vraiment, là, on est dans le cœur du sujet. Vous savez qu'on ne parle jamais de police prédictive ou de justice prédictive sans évoquer le film Minority Report. Alors bon, puisqu'il faut le faire, faisons-le. Vous avez tous ça en tête. Et dans le film Minority Report, effectivement, il s'agit bien de prédire l'avenir. Mais dans tous les cas, en l'état du droit, et ce sera un petit peu le fil conducteur de mon intervention, il s'agit d'aide à la décision et absolument pas de décision autonome, comme on peut le retrouver. On va pas être dans des véhicules de niveau 5 en matière de police prédictive. Ça reste des aides à la décision. Et c'est ce qu'avait rappelé le ministère de l'Intérieur en décembre 2016 à une question d'un sénateur qui s'interrogeait sur le futur de ces logiciels, et il avait bien rappelé qu'il s'agissait d'aide à la décision à ce stade. Alors, la police prédictive a pris un essor considérable ces dernières années, avec bien évidemment des banques de données extrêmement riches, et la loi sur la République numérique a encore apporté plus d'informations, et puis avec des calculs, des moteurs de calcul beaucoup plus puissants. Vous le savez, tous les systèmes pénaux, et le Code de procédure pénale français ne fait pas exception là-dessus, autorisent la constitution de fichiers qui permettent de recueillir les données personnelles des personnes qui ont commis des infractions ou alors qui ont eu affaire à la police à un moment donné. Ces fichiers ne sont pas soumis au RGPD, puisque le RGPD a prévu une exception sur le sujet, mais ils sont néanmoins soumis à une autre directive qui a été adoptée exactement le même jour, la 2016-680. Le RGPD, c'est la 2016-679. Et donc, ils ne sont pas pour autant en dehors du droit. À côté, nous avons le Code de procédure pénale français qui a prévu que ces fichiers, on puisse quand même y accéder et demander à être retirés de ces banques de données dans certaines conditions.
D'ailleurs, pour la petite histoire, l'année dernière, le Conseil constitutionnel a censuré la loi sur ce sujet. C'est l'article 230-8 du Code de procédure pénale qui prévoyait des conditions d'effacement et de sortie de ces fichiers trop restrictives. Et donc, le Conseil constitutionnel a censuré. Et tout à l'heure, Frédéric, vous parlez d'une décision du Conseil constitutionnel qui est sortie avant-hier et qui est venue, du coup, valider la loi qui a modifié cet article. Il considère désormais que les conditions de sortie de ces fichiers sont suffisamment protectrices des intérêts de la vie privée. Parmi les fichiers les plus connus que l'on ait, on a le traitement des antécédents judiciaires et c'est un fichier qui contient des données sur 9 millions de personnes en France. Donc vous voyez la donnée de masse que ça représente et qu'il faut traiter. Le but, bien évidemment, de ces outils, je vais vous en présenter deux juste après, de ces outils, c'est bien évidemment d'améliorer la décision et notamment d'apporter une fiabilité dans la réponse qui est à donner en matière d'enquête. Ce matin, Alain vous parlait d'un taux d'erreur extrêmement marginal à 10 puissance moins 8 en matière d'outils d'intelligence artificielle et d'algorithmes. L'idée, c'est bien évidemment de réduire au maximum, on est très loin de ça en matière de police prédictive, mais c'est de réduire au maximum la part d'aléas qu'il y a dans une enquête policière. Alors, je vous disais, le but, c'est effectivement d'éviter la réalisation d'infractions. Le but principal, c'est d'éviter la réalisation d'infractions et donc d'arriver à son élimination. C'est ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on va déterminer un risque et on va chercher à l'éliminer avant qu'il existe. L'exemple le plus topique en la matière, c'est bien évidemment le terrorisme. On sait que le risque aujourd'hui est latent, il existe, et la pression sociale est considérable pour l'élimination de ce risque. Vous n'avez pas aujourd'hui un attentat qui se produit quelque part sans qu'aussitôt il y ait un débat qui s'instaure, voire une polémique dans certains cas, sur la capacité qu'ont eu les services d'enquête à prédire le risque de passage à l'acte, et notamment dans le cas de fichiers comme le fichier S que l'on a en France. Systématiquement, si l'auteur a été fiché, la pression sociale devient considérable en estimant qu'il y a eu une défaillance du système qui aurait dû prévenir le risque. Donc on voit bien l'importance de ces outils. Alors je vous en présente deux assez rapidement. Anacrim, qui est un outil français, et Predpol, qui est un outil américain. Alors, Anacrim a été développé par IBM. Il est déployé déjà depuis presque 3 décennies en France, mais il est passé d'outils simplement statistiques à un véritable outil d'enquête, de rapprochement d'éléments disparates afin de déterminer les pistes éventuelles, les rapprochements que l'on peut faire. Et il a connu de nombreux succès, notamment dans l'affaire Francis Holm, et je crois aussi dans l'affaire des disparus de Lyon, il avait été utilisé, et ça a permis des rapprochements. Je cite une affaire en particulier, qui est celle de l'affaire du petit Grégory. Alors, le petit Grégory, c'est ce garçonnet, je redis pour nos amis étrangers, parce que nous, en France, on la connaît parfaitement, qui avait disparu dans les années 80 et qu'on a retrouvé ligoté et noyé dans une rivière. Une affaire criminelle, semble toute classique au départ, et qui a pris une proportion gigantesque, au point que 4 décennies plus tard, on n'est toujours pas déterminé avec certitude qui était l'auteur, et au point que 4 décennies plus tard, l'enquête est toujours en cours. Elle a été relancée il y a 1 an sur la base du logiciel Anacrim. Plus de 12 000 données ont été entrées dans le logiciel par 3 opérateurs à temps plein pendant 8 mois, en vue d'essayer de déterminer, au milieu de ce fatras d'informations, d'indices, c'est une affaire extrêmement complexe, hein, avec des lettres de corbeau, avec des mises en examen annulées, il y a eu des meurtres qui ont été liés à cette affaire, ensuite des vengeances, des condamnations aux assises, enfin c'est une affaire avec de multiples entrées, et la police française, enfin la gendarmerie je crois en l'occurrence, a relancé l'affaire avec le logiciel Anacrim,
à défaut d'avoir des pistes ADN exploitables. Ils se sont dit on va utiliser cette méthode scientifique. Et à la surprise de tout le monde, l'année dernière, plusieurs mises en examen ont eu lieu sur des personnes adjacentes sur la base de ce type de fichier. Vous voyez, c'est un algorithme visuel hein, qui ressort de l'usage d'Anacrim. Et donc, plusieurs mises en examen ont eu lieu. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ces mises en examen ont été annulées par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel en estimant qu'il y avait eu une erreur de procédurale, pas de fond. Donc, ils ne remettent pas en cause le contenu de l'enquête, mais ils remettent en cause la procédure qui a été suivie. La Cour d'appel dit en l'état, les mises en examen auraient dû être décidées par la chambre d'instruction en chambre collégiale et pas en chambre individuelle. Et les indices graves et concordants ne peuvent pas être donnés comme ça par un simple logiciel et décidés par un seul juge. Ce qui est intéressant, ce que ça veut dire concrètement, c'est que malgré la fiabilité de la réponse qui est apportée, même si dans ce cas-là, bien sûr, on peut en discuter, hein, mais d'une façon générale, ce que rappelle la Chambre de l'instruction, c'est que malgré la fiabilité de la réponse qui est apportée, c'est que tout d'abord, ces logiciels restent soumis, bien évidemment, enfin l'usage de ces logiciels reste soumis aux règles pénales et aux règles de procédure pénale, bien évidemment, mais surtout reste soumis à la vérification humaine. Il faut obligatoirement qu'il y ait, là en l'occurrence, c'était une formation collégiale qui devait se tenir, des juges humains qui décident et on ne peut pas se fier, ce qui a été fait en l'occurrence par un seul magistrat, se fier juste au résultat d'un algorithme pour décider de la culpabilité de quelqu'un. Le deuxième logiciel prédictif dont je souhaite vous parler, c'est Predpol. Predpol a été déployé dans des dizaines de villes aux États-Unis, notamment Los Angeles. Ces logiciels, eux, visent à prévenir des infractions à venir, mais sans qu'on ait nécessairement identifié les auteurs. Donc, en fait, ils fonctionnent sur un système de calcul de probabilité sur la base de la répétition d'une infraction en fonction de toute une série de critères. Et en fonction de ces résultats, on va déterminer notamment les lieux de patrouille des polices, les interrogatoires qui vont avoir lieu, etc. Donc, l'outil pour fonctionner va répertorier notamment les données criminalistiques, mais également des données plus surprenantes comme la météo, comme la luminosité, comme le type de zone, comme le niveau de richesse des personnes concernées, en considérant que dans certaines banlieues pauvres, le risque d'infraction est plus important, comme également des traces, puisqu'ils peuvent aller rechercher de l'information. On en parlait ce matin et cet après-midi, ils peuvent aller rechercher de l'information sur Facebook, pour essayer de déterminer s'il risque d'y avoir des points chauds, des réunions, etc. Et à partir de là, le logiciel va déterminer des carrés de 150 mètres de côté, merci, j'allais dire de périmètre, mais de côté, pour définir les zones d'intervention. Une autre application de ce logiciel qui peut nous interpeller plus, c'est qu'elle va aussi déterminer des listes de personnes susceptibles de passer à l'acte. Donc là, vous voyez bien qu'on passe d'une donnée sociologique à une donnée individuelle et c'est évidemment une forte source de critique du logiciel parce que les services policiers vont aller s'enquérir de personnes, de leur présence, essayer de les informer que il y a un risque, on regarde leur passé de telle situation, ou lorsqu'un délit ou un crime a été commis, vont aller interroger en priorité ces personnes. Donc tout ça a généré de fortes critiques sur plusieurs niveaux concernant la police préventive. La première, c'est que les résultats sont contrastés et discutés selon les villes concernées. Aux États-Unis, certaines se targuent d'avoir fait chuter la criminalité avec l'outil Predpol, mais il y en a d'autres de ce type d'outils, mais bon, celui-ci est le plus connu. Alors que d'autres communes, d'autres villes estiment au contraire que ça n'a rien changé. Et ça a été le cas de Chicago, qui au contraire, en 2016 et 2017, alors qu'elle utilise ce logiciel depuis plusieurs années, a connu ses plus forts taux de crimes de ces dernières années, ce qui montre bien que
l'outil de police prédictive ne peut pas pallier à toutes les situations. Si une ville comme Détroit ou Chicago connaissent des périodes de turbulence économique notamment, l'outil ne pourra pas changer fondamentalement les comportements. Deuxième critique majeure, c'est la critique sur la stigmatisation qui ressort de ces logiciels de certaines personnes ou de certaines communautés. Certaines personnes, comme je vous le disais, sont visées individuellement par ces logiciels. Je crois qu'à Chicago, il y a 460 personnes qui sont visées par le logiciel selon des critères que les auteurs du logiciel seuls connaissent. Et donc, ils vont être régulièrement visités. Et il en va de même pour certaines communautés. Les questions raciales sont très prégnantes aux États-Unis et bien évidemment, c'est un point extrêmement critiqué de Predpol, puisque la communauté afro-américaine est plus stigmatisée que les autres communautés par ce logiciel en raison du taux de délinquance. Donc ça fait vraiment partie des points problématiques, au point qu'on peut estimer qu'il y a quelque part finalement dans Predpol presque une capacité autoréalisatrice de l'infraction. À force de stigmatiser certaines personnes, on finit par les enfermer dans une situation qui les amènera finalement à commettre des infractions. Et à minima, on peut considérer en tout cas que c'est une source de tension au sein des populations, alors que le but de la justice et de la police, c'est quand même un but de paix en priorité. Troisième critique, c'est que les résultats ne sont pas facilement vérifiables et discutables. Alors, bien évidemment, pour les avocats et surtout pour les avocats pénalistes, c'est une vraie source d'angoisse. C'est qu'on va nous sortir des éléments qui vont s'afficher comme une vérité scientifique peu discutable, voire indiscutable, alors même que l'on ne connaît pas les éléments qui ont permis la qualification d'infraction à venir ou d'infraction réalisée par ces logiciels. Je ne sais pas si Yacine va vous parler tout à l'heure du cas de Walter Loomis. Walter Loomis, non. Ça a été assez célèbre aux États-Unis au point que le New York Times avait fait son premier article sur ce sujet. C'est quelqu'un qui a été condamné à 6 ans de prison pour un excès de vitesse. Et ça a été calculé par un logiciel qui s'appelle Compass, qui a été une aide à la décision du magistrat qui a rendu cette sentence, en estimant qu'il y avait un haut taux de risque de récidive sur cette personne. Et le jugement a été motivé ainsi en disant, vu le risque que vous présentez pour notre communauté, parce qu'il avait déjà eu une première infraction, il a pris 6 ans de prison. Bon, ça a donné lieu à un appel, je ne sais pas si ça a été jugé. Mais le problème qui s'est posé, au-delà de la sentence qui évidemment apparaît excessive, c'est que le magistrat qui a rendu la décision et qui s'est appuyé sur cet algorithme a été incapable d'en expliquer les motivations. Et quand la presse l'a interrogé en lui demandant « mais est-ce que ça peut être sur des critères raciaux qu'a été calculé ce risque de récidive ?» il a dit « je ne peux pas l'exclure ». Donc bien évidemment, ça pose beaucoup de questions sur comment sont établis ces logiciels et comment on en arrive à les contrôler. Et puis, dernier point, c'est bien évidemment comment on exerce nos droits individuels sur ces algorithmes. C'est vraiment quelque chose de prégnant. Vous savez que en France notamment, mais c'est vrai là encore dans tous les autres systèmes criminels d'Europe et même au-delà, on ne peut pas accéder aux données qui nous concernent comme on le souhaite. Notamment, on n'est pas informé de ces données. J'évoquais le fichier TAGE tout à l'heure, traitement des antécédents judiciaires. Il est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a. Et comme je vous le disais, il y a 9 millions de personnes qui sont concernées en France par ce fichier, donc c'est un nombre considérable. La plupart de ces personnes ne savent peut-être pas qu'elles sont dans des fichiers automatisés et qui ne donnent pas lieu au traitement prévu par le RGPD. Donc ça, c'est une véritable difficulté. La directive 680 a prévu d'y remédier et ça va être transposé, d'ailleurs c'est en cours, ça devrait être imminent dans les jours prochains, ça devrait être transposé dans un chapitre 13 de la loi informatique et liberté avec 27 nouveaux articles uniquement sur ce point.
pour prévoir les conditions d'information des personnes concernées, et notamment une information sur la durée, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de limite de durée sur ces fichiers, une information sur la personne évidemment responsable du traitement, sur les destinataires et surtout, extrêmement important, sur la finalité de ces fichiers, à quelle fin ces fichiers sont-ils établis. Et autre problème, une fois qu'on a établi une fin, on n'a pas de loi en France qui interdise à ce stade un changement de finalité, c'est-à-dire qu'un fichier qui est établi pour un type d'infraction à un moment donné peut très bien resservir dans d'autres situations. Donc c'est autant d'éléments que la directive 680 devrait contrôler, et notamment par l'introduction de nouvelles dispositions dans la loi CNIL. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que tous ces outils présentent évidemment un intérêt indéniable pour les autorités publiques, et en particulier pour les autorités de poursuite que sont la police et les parquets. Mais il faut y faire évidemment extrêmement attention. Ce sont des outils comme tout outil informatique qui vont générer eux-mêmes des comportements sociaux. C'est ce que je vous disais à propos de Près de Paul notamment. Et donc, il est extrêmement important à ce stade, en l'état de notre droit en tout cas, que cet outil reste à sa place, c'est-à-dire qu'il reste sous le contrôle de personnes physiques. Sébastien tout à l'heure décrivait parfaitement, Sébastien Fanti décrivait tout à l'heure parfaitement le rôle de l'humain. Il y a toute une série d'éléments, et ça paraît encore plus prégnant en matière de justice, qu'un algorithme ne pourra pas saisir, et je crois qu'il est effectivement indispensable que des personnes physiques restent derrière l'usage de ces algorithmes. Notamment la directive 680 y veille, puisque, je termine, j'ai fini, puisque elle interdit les décisions entièrement automatisées. Donc ça va être repris également en droit français. Aujourd'hui, les décisions automatisées en droit français sont interdites uniquement lorsqu'il y a du profilage en matière de police, mais dans tous les autres cas, ça peut être utilisé. Et ces décisions automatisées seront interdites chaque fois qu'il y aura un impact négatif pour la personne, ce qui veut dire que dans la plupart des situations, enfin la quasi-totalité des situations en matière de police prédictive, les décisions nécessiteront l'intervention d'un opérateur humain. Merci à tous. Bonjour, je me présente, Yassine Younsi, d'Exing Tunisie et président de l'Association tunisienne des jeunes avocats. Faisant suite à ce qui a été dit par mon confrère Franck, imaginez-vous, on est en 2054 et titre à la une, on est parvenu à éradiquer le crime grâce à la mise en place par le ministère de la Justice d'un programme permettant d'anticiper la tenue d'un meurtre et d'arrêter les précoupables avant même qu'ils ne passent à l'acte. Cette justice et police prédictive, imaginée par le romancier Philippe Dick et portée à l'écran de nos films Minority Report, comme a été évoqué par Franck, tient encore de la science-fiction. Mais la science-fiction, c'est l'étape toujours préalable à la réalité, comme on l'a vu pour les 3 lois d'Isaac Asimov. À l'heure où la justice peine à accomplir sa mission dans des délais raisonnables, pour tout un ensemble de raisons, les solutions de justice analytique doivent être étudiées de près, plus particulièrement la justice prédictive. Il est important de souligner avant tout que la justice prédictive provient du monde anglo-saxon, super développé aux États-Unis, également en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et certains pays européens sont en train de suivre ce modèle. La justice prédictive ne désigne pas la justice en elle-même,
mais des instruments d'analyse de la jurisprudence qui permettent de prédire les décisions à venir dans des litiges similaires à ceux analysés. Consulter la jurisprudence est effectivement le travail de tout avocat et également le travail des juges qui vérifient si la décision qu'ils s'apprêtent à rendre va à l'encontre des décisions précédentes et le cas échéant si la différence de traitement est justifiée. Ces programmes poussent à résoudre les conflits autrement qu'en passant devant un juge. En effet, si les deux parties savent très précisément ce qu'elles pourront obtenir en entamant une action judiciaire, il est probable qu'elles optent pour un règlement à l'amiable ou à ce qu'on appelle un mode alternatif de règlement de conflit. Ces outils visent à limiter l'insécurité juridique et permettent de désengorger les juridictions tout en libérant les professionnels de la réalisation des tâches bien trop souvent répétitives. La question qui se pose, quelle place a la justice prédictive actuellement dans l'institution judiciaire? Elle est assez limitée pour l'instant, même si certains outils sont en test dans quelques pays développés. D'autant plus que l'open data des décisions judiciaires tarde à se mettre en place. Or, moins de décisions judiciaires et que le logiciel soit moins performant. Actuellement, il faut savoir que les Legal Tech qui développent ce type de logiciel disposent en moyenne de peu de décisions de justice, très loin de la masse qui résulterait de l'ouverture de toutes les décisions de justice, civiles, pénales ou encore administratives, et de leur archive sur les 20 dernières années. Pour que ce soit efficace et obtenir un résultat nettement meilleur, il faut que l'open data judiciaire au complet améliore très nettement la granularité des résultats de ces algorithmes exploratoires. La deuxième question qui se pose, quel usage pour les magistrats qui pourraient avoir d'un tel outil? En effet, ça permet de déterminer la probabilité de succès d'un contentieux, également aider les juges à trouver la solution juste. Les problèmes soulevés, la matière pénale se prête peu à l'utilisation de ces logiciels. Également, l'effet performatif est également souvent dénoncé. Il favorise la répétition d'une même décision avec le risque de figer la jurisprudence. Avec ces Legal Tech, va-t-on trop vite, va-t-on trop loin? Parce que les Legal Tech, c'est vrai que ça facilite le travail des avocats et des juges, mais il y a tout de même des risques. Il faudrait déjà investir en Tunisie dans la digitalisation de la procédure et dans la dématérialisation des audiences. L'utilisation d'outils numériques par la justice n'est absolument pas nouveau. Plus de 20 ans que le numérique a fait son entrée dans les tribunaux. Cette cyberjustice consiste notamment à faciliter l'accès à la justice, à améliorer la communication entre les tribunaux et les professionnels du droit, à assister le juge ou encore à administrer les tribunaux. Mais il faut bien distinguer ici la cyberjustice de la justice prédictive, qui est née plus précisément au croisement de l'intelligence artificielle, de l'open data et de la big data. L'exploitation du big data offre déjà un aperçu de ce que pourrait être la justice du demain. On commence à voir des sites web, ce qu'on appelle les Google du droit, qui proposent rien de moins que d'anticiper des décisions de justice. En tant que président de l'Association tunisienne des jeunes avocats, on a conclu, au bénéfice de l'association, un partenariat avec une société française qui s'appelle Exbase et dont on a prévu une clause de permettre aux avocats tunisiens d'insérer des arrêts issus de toute instance judiciaire afin de constituer une base de données qui permettrait éventuellement de servir comme une base de données dans les prochaines années, ce qu'on appelle les Legal Tech. C'est une base de données de justice ou de conseil prédictif.
Pour les tenants de la justice 2.0, ces Google du droit font gagner du temps et de l'argent en permettant aux avocats de définir l'angle d'attaque le plus efficient dans le litige. Le développement continu des technologies avancées a permis d'assister à l'essor des legal tech. En effet, on assiste au développement d'un logiciel d'analyse prédictive de contrats. Ces logiciels permettent de déceler de manière automatique les clauses présentant de hauts potentiels de litige. De tels logiciels permettant, grâce à l'intelligence artificielle, de se concentrer sur des activités de forte valeur ajoutée. En effet, grâce au progrès croissant de l'intelligence artificielle, à des machines capables de traiter une masse de données de plus en plus importante et aux politiques publiques d'ouverture des données, des startups baptisées Legal Tech se sont lancées sur le marché du droit avec une double promesse: faciliter le travail des professionnels du droit et permettre la prévisibilité des décisions de justice. Le but est de doper le droit à l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives afin que le juriste se concentre sur sa valeur ajoutée première, conseiller ses clients et faire preuve d'inventivité juridique. Donc, fini les longues heures de fouiller dans la jurisprudence. Ces startups ambitionnent d'être bien plus que de simples bases de données juridiques. Leurs algorithmes permettent, par exemple, de faire des recherches en langage naturel et s'adaptent à l'utilisateur en apprenant de ces recherches. La jurisprudence qui est transformée en données par certains legal tech, qui offre une traduction statistique sur laquelle peut se baser l'avocat pour évaluer les chances d'une réussite de telle ou telle affaire. Ces logiciels actuellement testés par certains tribunaux de le monde promettent ainsi de sortir de cette justice qui serait imprévisible, rendue de manière aléatoire ou disparate sur le territoire, pour aller vers quelque chose d'un peu plus logique, d'un peu plus cohérent, scientifique, en tout cas d'un peu plus maîtrisable. Quels sont les risques pour ces logiciels, pour la justice prédictive? La première chose, c'est que la justice pourrait devenir moutonnière, inéquitable et déshumanisée. Ces legal tech, qui, à l'instar de la common law, vont mettre en exergue la règle du précédent, ne doivent pas effacer la règle écrite par le législateur au risque d'inverser la hiérarchie des normes. L'indépendance et la liberté du juge peuvent être menacées par des logiciels susceptibles de pousser au conformisme. La forte évolutivité des règles juridiques constitue en elle-même une limite technique pour les algorithmes, car il suffit que le texte fondamental change pour que la jurisprudence qui était fondée dessus se trouve écartée. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente à vous, je suis Didier Gazagne, j'interviens pour Lexing Paris, le cabinet Alain Bensoussan. Je vais vous parler effectivement, je ne sais pas si vous m'entendez bien, de l'intelligence artificielle au service de la sécurité et de la sûreté, et en particulier des systèmes de drones. Alors vous avez vu que je n'utilise pas le terme de drone, mais de système de drone déjà, puisque le drone en fait c'est que le vecteur aérien, maritime ou subaquatique. Et bien sûr, derrière le drone, il y a avant tout déjà une plateforme. Et la plateforme, c'est celle qui comporte toute, entre guillemets, l'intelligence qui permettra effectivement de réaliser un certain nombre de missions que je qualifierais de missions en autonomie décisionnelle. Alors, je vous propose de découvrir un petit peu l'IA appliquée aux services de sécurité et de sûreté. Au travers du plan suivant, on va s'intéresser aux principaux cas d'usage au jour d'aujourd'hui dans les services de sécurité, dans les forces de sécurité et les services de sécurité civile. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de prouesses techniques qui sont réalisées et qui dépassent l'humain des fois
Pour autant, il reste un certain nombre de défis technologiques à relever et on les examinera ensemble. On ne pouvait pas passer à côté d'un sujet comme celui des systèmes de drones sans évoquer bien sûr l'infiniment petit et les mini-drones, et en particulier les mini-drones armés, qui soulèvent bien sûr un certain nombre de débats. Et on illustrera ce point d'ailleurs par une vidéo. Et en ce qui concerne les enjeux juridiques, je n'évoquerai en fait je ne ferai qu'un seul focus sur les problématiques relatives à l'autonomie décisionnelle. Et enfin, je conclurai. Alors sur ces cas d'usage, les premiers cas d'usage que je vous propose d'examiner, ce sont ceux des services de sécurité. Les services de sécurité utilisent ces systèmes de drones depuis déjà de très nombreuses années. C'est pour eux une alternative technologique extrêmement mature dans de nombreux contextes d'intervention, y compris dans des interventions complexes. Et le système de drone est devenu aujourd'hui un système d'acquisition d'informations, utilisé d'ailleurs éventuellement dans le cadre de systèmes de systèmes. Alors vous voyez par exemple quelles sont les utilisations qui peuvent être faites. Sur l'image à gauche, vous voyez les moyens d'observation opérationnelle qui sont mis en œuvre par le GIGN ou le RAID pour aller recueillir de l'information. On est vraiment en opération, c'est-à-dire que le système de drone est vraiment utilisé pour aller identifier, faire des constats et identifier de l'information. Il est également utilisé par les sections de recherche, par exemple du transport aérien. Et là, je vous ai pris 3 exemples. Vous avez un exemple pour l'accidentologie ferroviaire. C'est-à-dire que là, en fait, les services de gendarmerie vont utiliser un drone et pas un hélicoptère pour pouvoir faire une première cartographie. En fait, le système de drone devient un enquêteur à lui tout seul, puisqu'il va pouvoir faire une première impression de la zone accidentogène pour éventuellement prélever déjà un certain nombre d'informations. On n'utilise pas l'hélicoptère. Vous pourriez me dire on pourrait utiliser l'hélicoptère pour cette mission, mais en réalité, l'hélicoptère, il présente un certain nombre d'inconvénients. C'est qu'il va provoquer des zones de souffle, il va modifier éventuellement les preuves qui peuvent figurer sur le terrain, alors qu'avec le drone, on va bien sûr pouvoir aller chercher cette information très proche de la réalisation. On va pouvoir bien sûr à l'étranger, comme par exemple dans le crash d'un avion au Mali, déployer très rapidement cette technologie avec toute l'autonomie qu'elle permet et la souveraineté qu'elle permet également sur le recueil des preuves. Donc ça, c'est quelques exemples. Les deuxièmes très grands utilisateurs des drones, ce sont les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, qui, eux, utilisent les systèmes de drones autonomes depuis au moins une dizaine d'années. Ils utilisent ces systèmes pour de nombreuses missions. Bien sûr, l'observation sur le terrain, en intervention, le sauvetage en milieu difficile, voire hostile. Bien sûr, la surveillance et la collecte d'informations, qu'il s'agisse d'inondations, de surveillance de pollution aquatique, par exemple. Ces technologies, aujourd'hui, sont largement utilisées pour ne pas avoir à exposer l'humain et pour pouvoir, bien sûr, faire une évaluation des risques avant, naturellement, d'avoir à les exposer. Après, les cas d'usage par les mesures de sécurité, les cas d'usage par, bien sûr, les organismes et entités privées. Alors là, j'ai pris l'exemple, parce que c'est, il me semble-t-il, au jour d'aujourd'hui sur le marché, l'une des sociétés qui est la plus aboutie. C'est une société israélienne. Et c'est une plateforme qui s'appelle Aero-Robotics. Alors j'avais prévu une vidéo, mais comme elle est un peu longue, je vais vous commander un peu la solution. La solution est déployée à partir d'un véhicule. Elle peut être déployée à partir d'un véhicule entièrement autonome. Et le drone, en fait, est capable de se reconfigurer. C'est-à-dire il est installé dans une box avec toute une panoplie de capteurs. Et en fait, en fonction de la mission qui est programmée, si c'est de la surveillance, par exemple, de sociétés ou de zones, ou de frontières, par exemple, pourquoi pas, on va le doter en fait des capteurs et de l'architecture de capteurs qui sont nécessaires
pour lui permettre de faire sa mission. Et bien sûr, en fonction des différentes missions, il peut être reconfiguré. Je cite aussi l'exemple d'un certain nombre de drones aussi qui sont déployés en Chine. Et je pense notamment au robot Hanbot, qui est déployé à l'aéroport international de Shenzhen pour faire de la reconnaissance faciale, par exemple. Donc ce robot est utilisé aujourd'hui dans cet aéroport pour identifier des personnes qui sont suspectées d'avoir commis des délits et des crimes ou qui sont interdits de sortie du territoire. Au jour d'aujourd'hui, les systèmes de drones réalisent un certain nombre de prouesses que ne sont pas capables ou plus capables de faire l'humain. C'est intéressant de voir ces prouesses techniques, même si pour certaines, elles peuvent rester éphémères en raison des conditions de reproduction. Néanmoins, si on prend deux exemples, j'ai pris deux exemples volontairement. Le premier exemple, c'est celui de l'appontage du premier drone autonome, le X-47B sur un porte-avions. Il est intéressant de souligner que pour qu'on puisse réussir cette prouesse technique, il aurait fallu 102 ans après le premier appontage d'un biplan sur un croiseur pour pouvoir réaliser cette prouesse qui est quand même exceptionnelle puisque seule l'intelligence embarquée sur le système de drone permet de tenir compte à la fois du positionnement de l'appareil dans l'espace par rapport, bien sûr, au porte-avions sur lequel il doit se poser, mais également du propre positionnement, en fait, du drone par rapport également à la surface sur laquelle il doit se poser. Et pour la petite histoire, il faut savoir que les premiers tests, puisque ce sont des tests américains, ont entraîné la perte d'un certain nombre d'appareils, puisque, bien sûr, compte tenu du prix de ces petits joujoux, on a tenté, ce qu'on appelle les chiens jaunes chez nous, par exemple, sur les porte-avions, que vous voyez, par exemple, sur le coin gauche de la photo. Lors d'un test, on pensait que le drone ne parviendrait pas à se poser sur le porte-avions. On a essayé de le reprendre en vol. Et évidemment, il y a eu ce qu'on pouvait s'attendre. Le drone est tombé et il a été perdu. Sur le deuxième exemple, et là on va peut-être lancer la petite vidéo qui va bien. C'est une vidéo... Donc il n'y a pas de son, donc ça va me permettre de continuer à vous présenter la solution. Donc c'est le premier, à ma connaissance, robot copilote développé par la DARPA. Il s'appelle Alias de son petit nom. Et il est capable de faire un certain nombre de choses particulièrement intéressantes, puisque ce robot qui est installé, comme vous pouvez le voir, à la place du copilote, a réussi à faire le premier atterrissage simulé d'un Boeing 737 avec un copilote robotique. Alors, c'était quand même une simulation de vol à 900 mètres, à 900 pieds d'altitude. Les autorités américaines n'avaient pas autorisé effectivement que ça puisse être fait en simulation réelle. Pour autant, je vous préciserai quand même que dans le prolongement de ce premier test en situation de simulation de vol, le même robot copilote a réussi 4 prouesses techniques, puisque sur 4 autres appareils, alors certes de moins grosse importance qu'un 737-800, il a réussi à poser entièrement 4 autres appareils, dont des DC-12, un certain nombre de Cessna et d'autres appareils. Donc, au point que le constructeur Boeing a annoncé clairement que dans le prolongement de ces premiers tests extrêmement satisfaisants, il envisageait éventuellement de pouvoir généraliser ces robots copilotes à une horizon de 10 ans dans les avions civils. Je crois qu'on pourra arrêter la vidéo parce que vous avez compris que vous voyez toute la démarche et revenir au slide. Pour autant, y aura-t-il plus de pilotes dans un avion d'ici 10 ans? Je ne résiste pas, même à cette heure très tardive, à faire un test. Si demain, un constructeur vous annonçait qu'il sera en mesure d'installer un copilote dans un avion et de supprimer entièrement le pilote, j'aimerais que vous leviez la main pour nous dire ceux qui seraient prêts demain à prendre un vol sans pilote dans l'avion. Je serais très heureux de savoir combien sur la salle seraient prêts à prendre le risque. Bah, écoutez, je vois deux mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains. C'est quand même pas beaucoup sur encore le public très nombreux dont vous êtes dans la salle.
Donc effectivement, ça pose au-delà de y a-t-il un pilote d'un avion, ça pose quand même, on voit bien un problème d'acceptabilité sociale. Alors sur ces défis liés essentiellement à la problématique de l'autonomie décisionnelle, la communauté de la recherche travaille bien sûr pour développer cette autonomie des systèmes dès la conception, pour pouvoir bien sûr assurer une performance et surtout, comme on est en matière aérienne, là pour les systèmes de drones aériens, une sûreté aérienne. Alors quels sont les défis technologiques qui restent malgré ces prouesses à relever? 3 prouesses à relever, c'est faire travailler l'humain avec les systèmes de systèmes, puisque vous l'aurez compris, le système de drone peut lui-même s'intégrer dans un système plus complexe, qui est un système de systèmes, avec des systèmes robotiques au sol. Donc il faudra qu'ils coopèrent, et pour pouvoir augmenter le potentiel d'émission, il faudra aussi travailler encore sur les architectures capteurs et bien sûr la perception de l'environnement que pourra avoir le système de drone. Et surtout, pour les systèmes de drones aériens, il faudra pouvoir garantir en tout état de cause la fiabilité et la robustesse. Et pour ça, il faudra vraiment développer dans tous les cas et dans toutes les configurations de figures la sûreté de fonctionnement. Ce sont des beaux challenges. Alors bien sûr, à côté de l'infiniment grand, il y a l'infiniment petit avec bien sûr les mini-drones autonomes. Sont-ils moins dangereux? Là aussi, vous avez certainement vu cette présentation qui avait été faite pour les Sluggerbots. Là, en l'occurrence, c'est un très petit drone qui tient dans la main. Il est équipé d'un capteur de reconnaissance faciale. Il est équipé d'un capteur de positionnement dans l'espace. Et il a la particularité aussi, malgré sa petite taille, d'être équipé d'une charge explosive de 3 grammes. Et là, je vous propose de lancer la petite vidéo qui va être très courte aussi. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders. Merci beaucoup. Je vous propose de revenir au slide pour ne pas allonger trop la présentation. Voilà, donc bien sûr, il y aurait beaucoup à dire, mais dans le format, je vais en rester là et je vais passer à la suite. Surtout sur les débats sur le système autonome armé. Alors, quels enjeux juridiques essentiellement en focus sur la problématique de l'autonomie? Ce qu'on peut dire, c'est que, compte tenu de l'état de l'art technologique, le droit ne se crée pas forcément ex ante. Il se crée plutôt sur la base de l'état de l'art des technologies et de leur niveau de maturité technologique. C'est un point qui est quand même important. Ça amène le législateur à devoir prendre en compte, effectivement, au fil de l'eau, de devoir avoir à adapter la réglementation en fonction de l'état de l'art, des capacités opérationnelles, de ce que peut faire ou pas l'appareil par rapport à un certain nombre de contraintes aussi de sûreté aérienne, de sûreté de fonctionnement. Alors
ça pose surtout un grand problème aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui, on va dire, deux approches de l'IA appliquées au système de drones. On a une première approche qui est une approche statistique et probabilistique, c'est-à-dire que ce sont des réseaux de drones qui fonctionnent essentiellement pour la plupart, on va dire, en boîte noire. Et on a une deuxième approche qui est plus une approche déterministe, où le système de drone, dans son fonctionnement, devra pouvoir être traçable dans toute la manière dont il est utilisé, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux exigences de certification des autorités aériennes, mais aussi éventuellement de sûreté de fonctionnement. Alors ça, bien sûr, ces deux approches, vous l'aurez compris, et certainement que peut-être ce sujet a déjà été évoqué ce matin, notamment par les confrères qui ont certainement évoqué la problématique de la voiture autonome. C'est effectivement certainement les mêmes problématiques, et les problématiques qui sont celles de la voiture autonome se retrouvent en partie aussi également sur celles du système de drones aériens et des drones autonomes. Et effectivement, la manière dont on approche l'IA, approche probabilistique ou statistique ou approche déterministe, aura incontestablement des impacts sur la manière dont on percevra la notion de responsabilité. Moi, ma vision, c'est que les systèmes de drones devraient être développés sur une approche d'IA déterministe, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir déterminer à tout moment, en fonction des algorithmes qui sont utilisés, qu'est-ce que font les algorithmes, quels sont les résultats qu'ils produisent, sans avoir à devoir générer des algorithmes qui vont expliquer les algorithmes de traçabilité. Donc il faut que cette IA embarquée sur les systèmes de drones soit explicable. Alors, on rejoint aussi en partie ce qui a pu vous être indiqué, et je fais une incursion par rapport à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi de protection sur les données personnelles. Effectivement, cette décision est intéressante puisqu'elle se prononce pour la première fois sur ce qu'on peut faire en matière d'algorithme lorsqu'on prend une décision individuelle. Et 3 conditions sont posées. Je vous invite à revoir quelles sont ces 3 conditions juridiques qui sont posées par le Conseil constitutionnel. Bien sûr, ce sont des données à caractère personnel, mais on peut imaginer que cette approche qui a été conduite sur l'IA pourra bien sûr s'appliquer à d'autres données que les données à caractère personnel, et notamment les données qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'implémentation et de l'insertion dans les espaces aériens, notamment de systèmes de drones, puisque c'est un vrai challenge aujourd'hui. Le vrai challenge, ce n'est pas d'utiliser des systèmes de drones dans des environnements ségrégés, ça sera demain de pouvoir les utiliser éventuellement dans des espaces aériens non ségrégés. Alors pour conclure, j'ai envie de vous dire que le futur a déjà commencé, que la communauté internationale, bien sûr, de recherche, étant proche et très proche de pouvoir intégrer les systèmes de drones autonomes en sécurité dans les espaces aériens. Pour autant, je pense que cette intégration, elle ne pourra se faire qu'avec le couplage avec d'autres technologies pour justement assurer cette robustesse et le caractère déterministe de l'IA, et notamment avec la blockchain. Et pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez déjà certainement aperçu que certaines sociétés qui vont lancer des systèmes de drones justement en environnement non ségrégé, c'est-à-dire sur l'espace urbain, envisagent de coupler les systèmes de drones avec des blockchains pour pouvoir justement, à tout moment, pouvoir repérer et géolocaliser non seulement le système de drone par rapport à son espace dans son environnement, mais également par rapport aux obstacles, c'est-à-dire les autres systèmes qu'il peut être amené à rencontrer. Ça sera nécessaire de toute façon de pouvoir assurer ce couplage avec la blockchain si on veut assurer effectivement que ces systèmes de drones soient capables d'agir de façon déterministe et de respecter surtout les exigences de sécurité qui sont bien sûr mises en œuvre par les autorités de certification et bien sûr sans boîte noire lorsqu'on a recours à des algorithmes. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci Didier. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Sur la police prédictive, la justice prédictive, le juge qui disparaît, le policier qui fait autre chose que être policier. Ouais, moi, il y a un autre point qui est lié aussi aux drones, c'est que ce soit l'intelligence artificielle ou les drones ou les véhicules autonomes ou d'autres choses, sont des outils qui deviennent de plus en plus démocratisés. Et donc, ce qui fait que
toute personne potentiellement pourrait beaucoup plus facilement avoir un impact énorme avec très peu de moyens. Et je voulais savoir comment, peut-être, alors est-ce que c'est en utilisant la police prédictive ou d'autres choses, mais comment est-ce que vous justement vous allez juguler ce risque, parce que autant auparavant c'était compliqué, enfin de mettre en place un certain nombre de choses, mais c'est vrai que c'est pas très compliqué de prendre un cocktail Molotov et puis l'y associer avec un drone et puis le balancer, puis ça devient potentiellement très difficile, surtout de retrouver la personne en question qui l'a fait. Donc voilà. Oui, alors c'est toute la question. Personnellement, moi, je ne vais rien juguler du tout, hein, je ne vous le cache pas. Mais effectivement, c'est toute la difficulté. C'est une course sans fin des deux côtés. Et c'est bien pour ça que l'accumulation de données devient essentielle, le stockage de données, pour essayer de déterminer les actes avant qu'ils se réalisent. Vous avez raison, ça devient de plus en plus furtif, de plus en plus d'actions individuelles. Enfin, je suppose que vous faites notamment allusion en parlant d'explosifs aux attaques terroristes. Donc ce sont des profils extrêmement difficiles à prédéterminer. Et donc c'est à partir de là que l'on travaille sur des traces et non plus sur de la donnée brute. Ils vont recueillir des éléments totalement disparates qui n'ont pas de lien entre eux pour essayer de déterminer des profils afin de finalement arriver à des individus. Je dois préciser pour la Tunisie, les drones sont interdits. Le ministère de la Défense a interdit l'utilisation ou l'importation des drones parce que, dans un contexte de terrorisme international, ce n'est pas spécifique à la Tunisie, ils ont interdit l'utilisation, sauf pour des études ou stratégiques, après avoir obtenu l'autorisation du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur. Oui, en fait, le point, c'était notamment sur la démocratisation des technologies, typiquement les drones, qui deviennent accessibles à tous, et potentiellement, comment est-ce qu'on jugule effectivement ce risque, hein. On prenait le drone, mais on peut avoir un cocktail Molotov associé par exemple au drone et puis qui les dépose. Comment on fait pour faire face à ça? Alors, si vous voulez, sur le drone, la régulation est vraiment très, très, très encadrée, hein. Donc déjà, vous ne pouvez pas normalement survoler une ville. Donc à partir du moment où déjà vous ne pouvez pas survoler une ville, ça réduit quand même les capacités. Alors bien sûr, vous imaginez bien qu'on n'est pas en phase de bisounours et que les systèmes de détection de drones ont été mis en place lors de l'apparition, bien sûr, des premiers épisodes, notamment près des centrales nucléaires, des sites sensibles. Et aujourd'hui, les services de sécurité sont bien sûr très, très, très vigilants sur la manière dont peuvent être utilisés ces systèmes qui, effectivement, vous l'avez vu avec le petit drone qui est équipé de 3 grammes de charge explosive. On peut imaginer qu'avec un drone de jusqu'à 25 kg, on peut effectivement faire un certain nombre de choses. Je pense que toutes les mesures, en tout cas au niveau français et européen, je pense que toutes les mesures sont prises pour assurer une sécurité satisfaisante. Merci Didier, on avait une question ici. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport à Anacrim, si donc vous avez dit que c'est IBM qui produit ce logiciel. Est-ce que vous avez accès à l'algorithme qui produit les résultats? Et est-ce que les résultats sont argumentés soit en langage naturel, soit avec un modèle et des grandeurs? Voilà. Et si IBM dévoile l'algorithme, comment est-ce que la protection intellectuelle de leur travail est faite? Alors, j'y ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure, c'est en indiquant qu'effectivement, une des critiques de ces algorithmes, c'est la difficulté d'accès à leur mode de fonctionnement. On a une solution qui est donnée, mais on a effectivement d'abord une première difficulté qui est celle de la compréhension du système, et la deuxième difficulté, c'est celle des données sur lesquelles s'est fondé l'algorithme pour établir sa décision. Dans le cas d'Anacrim, c'est un petit peu moins difficile parce que c'est un outil d'assistance
assistance à la police pour établir des corrélations. Donc au final, ils doivent quand même apporter les éléments probants devant le juge avant d'arriver à une situation qui entraînerait une condamnation. C'est plus délicat lorsque l'on parle de justice prédictive ou lorsque l'on va parler de contrôle des personnes sur ce type de logiciel en matière de prévenance d'infractions à venir. Et là, c'est une vraie difficulté. Enfin, le dernier point, et vous avez raison, c'est celui de la contestation de la décision. Il faut déjà être soi-même parfaitement au fait du fonctionnement d'un algorithme et de la façon dont il exploite ses données. Et c'est bien pour ça que le métier d'avocat, même voyez des avocats pénalistes, va se modifier dans les années à venir parce qu'ils auront effectivement des nouveaux champs à investiguer. Ça a été le même débat, ceci dit, quand les preuves ADN sont sorties, normalement irréfutables, et on s'est aperçu que dans un certain nombre de cas, il y avait des erreurs. Donc voilà, c'est un métier à part entière, mais ça demande une vigilance, et c'est bien pour ça que je vous indiquais que la Cour de cassation est très vigilante sur le fait qu'il y ait un opérateur humain qui intervienne in fine pour le contrôle de ces données. Merci. Mais un point sur la propriété intellectuelle du fonctionnement du logiciel d'IBM. Sur la propriété intellectuelle, je ne peux pas vous répondre. Oui. Effectivement, je sais que c'est une difficulté parce que ces entités... Enfin, sur Anacrim, je ne peux pas vous répondre, mais je vous ai donné un autre exemple qui était celui de Compass aux États-Unis, où effectivement c'est soumis au secret industriel, et les magistrats qui s'appuient sur ce logiciel indiquent eux-mêmes, dans l'exemple que je vous ai donné c'était parlant, mais il n'y a pas eu que cette situation, indiquent eux-mêmes qu'ils n'ont pas les éléments pour démontrer la solution qu'ils préconisent. Donc effectivement c'est une véritable confrontation qui va avoir lieu. La directive 680, ceci dit, devrait quand même permettre d'y voir clair. Aujourd'hui, ce jour même, ce n'est pas le cas. Dans les jours prochains, avec sa transposition en droit français, ça devrait être plus rassurant. Je ne dis pas que ce sera efficient, mais en tout cas plus rassurant pour la protection des libertés individuelles. 680, c'est celui qui est après le GPDR, c'est ça, le GPRD, oui, le même jour en fait. Elle a été adoptée le même jour. Simplement, il y a un certain nombre de données qui ont été exclues du règlement général, et notamment les données policières, mais qui n'ont pas été oubliées pour autant par le législateur européen avec cette directive parallèle. D'accord, merci. Merci.